Il est 13 heures, c'est donc l'heure de démarrer ce webinaire. Alors, vous noterez, vous nous pardonnerez qu'on ne va pas démarrer en retard, on va essayer de démarrer à l'heure, ce qui nous permettra de terminer dans le temps prévu. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis Michel Calica, professeur émérite à l'Université l'IAE de Lyon et je suis président du Business Science Institute. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir et d'animer cette restitution orale d'une étude qui a été menée par un groupe de collègues, une étude qui porte sur le vécu des managers et des salariés. Alors, après le confinement ou peut-être avant le confinement ou peut-être pendant le confinement, en tout cas, la question qui se pose, c'est de savoir comment les managers et les salariés ont perçu, ont réagi à cette situation tout à fait exceptionnelle que nous avons commencé à connaître il y a maintenant un an. Avec en filigrane à cette question l'idée que la crise que nous connaissons, que nous avons connue, pouvait être transformée en opportunité. Alors, il s'agit là de ce que nous, dans notre jargon, on appelle l'étude Covid-2 ou acte 2, puisque nous avons déjà, l'année passée, mené une recherche sur l'impact de la crise sur le management. Et cette recherche, qui a mobilisé plus d'une trentaine de collègues et de docteurs, a donné lieu à la publication d'un ouvrage dont vous voyez la vignette sur la diapositive. Cette étude, elle a été réalisée, la présente étude sur transformer la crise en opportunité, le vécu des managers et des salariés. Cette étude, elle a été réalisée par un groupe de professeurs qui ont en commun de participer au programme de DBA, Doctorate in Business Administration, du Business Science Institute. Le Business Science Institute est une organisation académique internationale en réseau. Et ces collègues appartiennent eux-mêmes à différentes institutions. Je vais les citer, vous voyez leurs noms. Aurélie Dudésert de l'IMT BS, Chantal Fureur de l'IAE de La Réunion, Florence Laval de l'IAE de Poitiers, Olivier Lavaste de Grenoble IAE et Jean Moscarola de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Cette étude, elle est menée en partenariat avec le Sphinx, entreprise spécialisée dans les logiciels de collecte et d'analyse de données. Cette étude va vous être présentée, les résultats oraux de cette étude vont vous être présentés maintenant. Cette présentation orale qui est enregistrée et donc qui sera disponible, cette présentation orale sera suivie dans les prochains jours, au début de la semaine prochaine, d'un livre blanc qui reprend le détail des résultats et ce livre blanc sera disponible. Avant d'entrer dans le détail des résultats que nous avons obtenus, je vais passer la parole à Hugo, qui nous fait l'amitié de sa présence et qui s'occupe de tous les aspects techniques de ce webinaire. Merci beaucoup, professeur Calica. Alors, quelques conseils techniques pour commencer. Alors, pour poser des questions pendant la présentation, vous pouvez aisément utiliser la fonction Q&R, questions et réponses, qui est disponible en bas ou en haut à droite de votre écran. Vous cliquez sur cette fonction, un onglet apparaît et vous pouvez renseigner votre question. Ensuite, soit les professeurs choisissent d'y répondre directement, auquel cas moi je rédige une synthèse, soit je me fais le relais de cette question à la fin de la conférence et puis je rédige la synthèse. Si vous voulez réagir sans poser de questions, vous pouvez privilégier l'utilisation du chat qui est disponible également en bas, plutôt au milieu, et en haut à droite sinon. En cliquant sur le bouton de chat, vous pouvez d'ores et déjà faire apparaître le chat pour pouvoir le suivre tout au long de la conférence, sachant que, évidemment, ça ne vous encourage pas à vous détacher du propos des conférenciers. On est ravis de vous accueillir et on vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Hugo. Alors, ce webinaire va être organisé schématiquement en 3 temps. D'abord, la méthode, parce qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de recherche sans une méthode, sans une présentation de la méthodologie. Ensuite, nous passerons au constat, ce que les chercheurs ont observé, ont tiré des données collectées. Et puis, dans un 3e temps, nous insisterons sur les recommandations managériales, c'est-à-dire les recommandations qu'on peut formuler à partir des résultats obtenus.
Alors, intéressons-nous tout d'abord aux questions de méthode et je vais passer la parole au professeur Jean Moscarola, qui a été le chef d'orchestre concernant la méthodologie. Merci Michel. Donc la méthode a consisté à observer d'abord, puis à analyser pour tirer des conclusions et nourrir nos réflexions. Alors l'observation a débuté en décembre de cette année, la deuxième quinzaine de décembre, par une enquête en ligne diffusée auprès des réseaux du Business Science Institute et de Sphinx Développement. On a obtenu au total 530 répondants et 260 réponses complètes, donc bien qualifiées. Cette enquête cherchait à identifier la perception de la crise au travers d'images qu'on demandait aux gens d'évoquer. Puis, ils nous ont fait le récit en répondant à 4 questions. Et enfin, d'une manière plus précise, ils ont répondu à des questions fermées sur leur perception de l'impact de cette crise pour eux-mêmes et pour leur entreprise. L'analyse de ces résultats nous a conduit à organiser ensuite, en février, le 12 février, 3 discussions dans des groupes de travail qui ont réuni 23 personnes. 3 groupes portant le premier sur la logistique du travail, le deuxième sur les évolutions de l'organisation et du travail, et le troisième sur la relation du collaborateur et de l'entreprise. Alors, ces collectes suivants, s'il te plaît, Michel, ces analyses, collecte de données, nous a permis, en utilisant des méthodes statistiques, des méthodes d'analyse lexicale, de fouille de texte, de dégager des enseignements, d'abord à partir de l'enquête, qui nous permettent d'établir que les réactions sont autant émotionnelles que rationnelles, avec une minorité quand même de réactions un peu utopistes en cherchant autre chose en ailleurs. Les récits sont centrés très majoritairement sur le télétravail. Quant aux visions de l'avenir, elles sont partagées entre pessimisme et volontarisme. Vous avez des liens qui vous permettent d'aller voir ça plus précisément, mais on ne va pas le faire maintenant, vous pourrez le voir dans le cadre du groupe de travail. Alors, ensuite, on a travaillé sur ce qu'on a recueilli dans les groupes de discussion en transcrivant l'ego, puis en sélectionnant des verbatims significatifs qu'on a codés, et ce qui nous a conduit à établir un certain nombre de résultats qui vont être exploités par la suite dans la présentation. Alors, les thèmes de la logistique et du travail s'opposent au thème de la relation au travail. Et au cœur de tout ça, un peu en faisant une sorte de médiation, se trouve la relation des collaborateurs à l'entreprise et finalement la question du management. Regardons ceci d'une manière plus précise. Michel, si tu peux passer. Donc là, on plonge cette fois-ci dans l'outil utilisé pour traiter tout ça, qui est le système DataVive. Et vous avez sous les yeux un résumé des thèmes qui ont été les principaux thèmes, sentiments, constats, qui ont été codés concernant les 3 groupes de travail. D'une part à gauche et d'autre part à droite, vous avez une visualisation de la manière dont ces thèmes se positionnent les uns par rapport aux autres. Et on voit bien que le management est dans une situation un peu médiane entre la logistique et l'organisation du travail. Mais au-delà de cette vision très synthétique, on peut aller plonger dans le contenu sur lequel nous avons travaillé, et c'est ça tout l'intérêt. En allant ici, on a cliqué sur la révolte. Le sentiment de révolte, eh bien, qui sont les gens qui, plutôt, comment sommes-nous arrivés à conclure à cette idée de révolte? Eh bien, on le voit là en affichant le verbatim dans lequel nous avons trouvé, en faisant l'analyse de contenu, en codant les traces de ce sentiment de révolte. Eh bien, c'est lié au télétravail, aux gens, aux écrans supplémentaires, situations, des errances. Les sentiments sont plutôt négatifs et on s'aperçoit sur la droite que c'est plutôt dans les petites entreprises ou dans les entreprises, dans les associations qu'on va trouver ça. Suivant, Michel. Maintenant, si on va regarder un autre thème, la capacité d'adaptation et la réactivité. Cette fois-ci, on voit que les sentiments sont beaucoup plus positifs qu'à le vert 4,3 et les mots-clés associés, entreprise, collègues, gens, présentiel, sujet, ça nous donne toute une idée de comment faire pour s'adapter.
Mais on peut plonger encore plus profond, et c'est ça tout l'intérêt du logiciel qu'on a utilisé. Si je clique sur les gens, et vous le voyez maintenant, je vais voir le détail du verbatim comportant cette évocation des gens. Eh bien, c'est en menant cette fouille de texte, et en même temps, en suivant les synthèses que les analyses faites ont permis de construire, qu'on va parvenir aux conclusions qui vont vous être présentées maintenant. Et tout ce matériau, il est disponible par les liens que vous aurez dans le livre blanc qui vous permettra à vous aussi d'aller accéder à ces données pour vérifier finalement le bon sens de ce que nous avons fait, mais peut-être également découvrir vos propres interprétations. Voilà, j'en ai terminé, donc vous allez voir le résultat de tout ça. Merci beaucoup, Jean, pour ces résultats. On voit bien à la fois la diversité des résultats, la richesse des résultats, et la caractéristique importante, c'est que toutes les données seront disponibles dans le livre blanc et que tout utilisateur pourra avoir accès à l'ensemble des données sur lesquelles le groupe de collègues a travaillé. Alors, nous allons maintenant aborder les constats. Quels sont les principaux constats qui sont tirés des données. Et je vais tout d'abord demander au professeur Olivier Lavaste de nous faire part de ces constats. Et à l'écouter, on a l'impression que l'entreprise a perdu sa place. Alors, micro, Olivier. Quand tout se passe normalement, vous voyez, quand il y a une transition normale, à la fin de la phrase de la personne qui gère les transitions, le nouvel orateur prend la parole. Ça, c'est comme ça que ça se passe en début de confinement, quand on n'a pas encore l'expérience des outils. Mais vous verrez, après le 4e confinement, ce sera parfait. Olivier ? Merci, professeur Kalika, pour cette mise en route. Fort agréable de ma part, fort agréable pour moi. Merci beaucoup. Je disais effectivement que l'entreprise a perdu sa place. C'est ce qui ressort des verbatims, des extraits d'entretien qu'on a ressortis, qui sont sortis grâce à Sphinx. Et c'est surtout des verbatims émotionnels. Et ce qui ressort, c'est que vraiment l'attitude de l'entreprise, du salarié envers l'entreprise, c'est, pour reprendre une chanson de Serge Gainsbourg, c'est « Je t'aime, moi non plus ». Finalement, le salarié est attiré par l'entreprise, mais l'entreprise ne lui rend pas. L'entreprise a perdu au niveau collectif et aussi au niveau individuel. Finalement, l'entreprise, l'organisation, le management n'a pas réussi à s'adapter au confinement. Elle a peut-être perdu sa raison d'être. L'entreprise n'a pas réussi à garder la motivation salariée à s'impliquer en son sein. Et finalement, l'entreprise a perdu au niveau du collectif parce que les échanges sociaux, l'informel, le lien social, le plaisir d'être ensemble que peut trouver un salarié en allant travailler, il ne l'a pas retrouvé dans les nouveaux modes de management à mettre en place. Et puis l'entreprise a perdu aussi au niveau individuel par le sens du travail fait. Finalement, le fait qu'en travaillant avec le télétravail, eh bien, le salarié ne se sent pas utile ou se sent beaucoup moins utile pour le groupe et encore moins pour l'entreprise. Tout ça, c'est ressorti par les verbatims qui seront disponibles, comme l'ont dit le professeur Kalika et Moscarola, par le livre blanc. Et pour ceux qui ont participé, les verbatims seront anonymisés, bien évidemment aussi. Donc, on a vraiment un sentiment ambigu de l'individu face à l'entreprise. Je t'aime, moi non plus. L'individu a besoin de l'entreprise pour créer du collectif, pour avoir des relations sociales en quelque sorte, et pour avoir du sens dans son travail. Pas forcément dans la vie, mais au moins du sens dans son travail. Et finalement, cette chose-là, l'entreprise ne lui permet plus de trouver ce sens, ou plutôt, l'entreprise désincarnée ne lui permet plus de retrouver ce sens-là. Par contre, le rôle des managers de proximité est particulièrement important. Et ça, c'est ce qui est ressorti dans les verbatims. J'ai par exemple la citation d'un manager de proximité qui disait « La seule chose positive, c'était les liens avec mon équipe qui se sont renforcés. La bienveillance que j'avais envers eux a certainement changé la vision qu'ils avaient de moi. » Et finalement, cette place et ce sens a pu se retrouver grâce au rôle des managers de proximité. Et Aurélie, professeure du désert, va en parler à la fin de la présentation sans doute. On peut passer au slide suivant. Finalement, il y a une remise en cause. La crise a remis en cause les choses à 4 niveaux. Macro, méso, micro et égo. Au niveau macro, il y a eu une crise économique mondiale.
ou en tout cas un ralentissement de l'activité économique. Au niveau méso, dans les filières industrielles, dans le supply chain management, aussi, il y a une certaine remise en cause. Au niveau micro, à l'intérieur même des entreprises, eh bien, on a eu un changement dans les modes d'organisation. Et puis même au niveau de l'ego, sans faire de psychologie, mais pour nous, pour les salariés et les managers, il y a eu un changement de posture. Donc une vraie remise en cause à ces 4 niveaux. Et si on voulait essayer de représenter le constat avec des phrases un petit peu choc, on pourrait dire l'organisation est morte, vive l'organique. L'organisation est morte, l'organisation au sens d'existence de structures hiérarchiques, de règles, de normes, de procédures. Tout ça, ça pourrait être mort au profit de l'organique. L'organique, un groupe d'individus qui doit survivre au sens de Darwin et qui va se transformer en fonction des événements, sans forcément d'intentionnalisation. Donc, organique pour survivre, organique pour s'adapter. Et donc, finalement, avec cette chose-là, on passerait d'une logique traditionnelle de type top-down à une logique inversée qui serait bottom-up. Finalement, on pourrait laisser la place aux salariés de réinventer des nouveaux modes d'organisation. Est-ce que les managers sont prêts à faire ça? Ça, rien n'est moins sûr. Et pour terminer, on pourrait encore une autre phrase. La hiérarchie, c'est fini. L'humain, c'est pour demain. Parce que finalement, ce qui ressort des verbatims, c'était le besoin d'amour, le besoin d'échange, le besoin, en allant en entreprise, on va travailler, on va gagner sa vie, mais aussi on a des échanges sociaux. On va dans un salon professionnel, on rencontre des gens. Au-delà de la relation transactionnelle, commerciale, il y a la découverte de l'autre. Et ça, c'est ce qui est ressorti dans les verbatims, c'est ce qui manquait, l'informel, l'humain. Et finalement, peut-être que le futur pourra être bâti par l'amour. All you need is love, love and peace. Et je passe la parole à professeur Laval. Merci beaucoup, Olivier, pour cette note extrêmement positive, parce que associer la crise, l'entreprise et à l'amour, c'est véritablement audacieux, mais tout ça est tiré des données, des verbatims qui ont été collectés. Alors, professeur Chantal Führer, on a vu depuis le début que la question du télétravail est bien sûr omniprésente et tu proposes de poser la question, le télétravail vecteur de résilience. Oui, merci professeur Kalika de me donner la parole. Bonjour à tous. Alors effectivement, lorsqu'on observe le télétravail en particulier, alors, au-delà du fait qu'il a sauvé les activités qui pouvaient l'être, mais ça, on l'avait déjà dit, on l'avait même déjà écrit dans nos précédentes études. Tout à l'heure, le professeur Kalika a fait référence effectivement à notre ouvrage là, qui s'intitule « L'impact de la crise sur le management », où il est question de tous de ces points-là. Là, ce qu'il est important de dire, c'est qu'effectivement, grâce à la crise ou à cause de la crise, eh bien, une nouvelle pratique de management a pu être expérimentée. Donc ça, c'est un premier point. Un autre point, quand on regarde la problématique des outils maintenant, c'est-à-dire la technologie, ce que montre notre étude, c'est qu'en fait, ils sont perçus comme étant pauvres. Pauvres pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables de capter ni de véhiculer toute la richesse d'une communication humaine, dans toutes ses subtilités, dans toutes ses entre le verbal et le non-verbal, entre le formel et le non-formel, bref, tout ce qui fait qu'une communication humaine soit riche grâce au contact en face à face. Alors, ajouter à cela, ce qui ressort aussi de notre étude, c'est que ces outils ont souffert de problèmes techniques, tout simplement, des pannes, des problèmes de connexion, des problèmes de saturation de bande passante, etc. Et en même temps, les télétravailleurs n'ont pas su peut-être coder tout le mode d'emploi par manque de formation. Donc, ils ont été obligés de jongler d'un logiciel à l'autre, d'un Zoom à un Team, etc. Voilà pour ce qui est des outils. Maintenant, pour les pratiques de télétravail. Alors, ce qui ressort de notre étude, c'est que d'abord, les impacts pour l'individu sont très subjectifs. Tout dépend en fait, de la façon dont l'individu va s'approprier
la technologie. Ça va dépendre de sa formation, ça va dépendre aussi de son caractère, hein, ça va dépendre aussi de son histoire. Pour certaines personnes, en fait, cette transformation va générer des tensions négatives, du mauvais stress, alors que pour d'autres, au contraire, ça va être très stimulant. Pour ce qui est des impacts pour l'entreprise, là aussi, c'est différencié dans le sens où ça va dépendre de la taille de l'entreprise, ça va dépendre de la structure de l'entreprise, mais aussi et surtout, ça va dépendre des relations que vont entretenir les managers vis-à-vis de leurs salariés. Alors, autre constat important également, c'est que quelle que soit notre vision du télétravail, eh bien, l'entreprise et ses membres sont confrontés à des situations paradoxales. Alors, vous imaginez un fil de tension avec de part et d'autre des effets contradictoires, hein, et ça peut engendrer des tensions, des conflits. Et en fait, les managers et les salariés, eh ben, ils ne savent plus très bien par quel bout prendre les problèmes. Hein. Et donc voilà, je vais présenter maintenant ces paradoxes. Donc le premier paradoxe, c'est que c'est une situation dans laquelle certaines personnes, enfin certains ont fait preuve d'une grande capacité d'adaptation, sur la partie droite une grande capacité d'adaptation, à la situation. On a exploité toutes les possibilités, on a géré la situation pour effectivement assurer la continuité des activités d'un côté, mais de l'autre côté, ça a été aussi pour certains l'occasion d'explorer de nouvelles solutions, de nouveaux produits, de nouveaux services, de nouvelles façons d'entreprendre, bref, d'innover. Deuxième paradoxe, alors là, il s'agit de la gestion du temps et de l'espace dans la vie professionnelle d'un côté, et de l'autre, la gestion du temps et de l'espace dans la vie personnelle. Alors pour la gestion du temps, par exemple, eh bien pour certains, ça a été l'occasion de gagner du temps dans le transport, etc. Mais pour d'autres, ça a été au contraire une perte de temps parce qu'on est constamment perturbé chez nous pour des raisons familiales diverses. Pour la gestion de l'espace, c'est pareil. Hein. Pour certains, la gestion de l'espace, pour certains, eh ben, ils vont se féliciter d'avoir un espace confortable chez eux, permettant un travail de qualité, alors que pour d'autres, au contraire, je cite, « J'ai dû improviser un bureau dans ma chambre et m'acheter une chaise de bureau suite à des douleurs de dos. » Donc, on voit bien qu'il y a un conflit travail-famille qui va être vécu à des degrés divers. Troisième paradoxe, alors là, sur ce fil-là, il va y avoir une situation de télétravail qui va être vécue pour certains comme une obligation, alors que pour certains, on a réussi à mettre en place des arrangements. Hein. Donc, d'un côté, absence de liberté, avec beaucoup de contrôle, et de l'autre côté, synonyme de flexibilité, avec, bien entendu, au cœur de la problématique, une notion essentielle qui est la confiance. Cinquième paradoxe, alors là, sur ce fil-là, c'est le dosage du digital, en fait, c'est-à-dire entre le 0% virtuel et le 100% virtuel. Là, la question à se poser, c'est quelle est la part du travail qui va être effectué par la machine et quelle est la part du travail qui va être effectué à distance. Cinquième paradoxe, alors sur ce fil-là, on voit que, en fait, cette situation a permis à l'individu de rester en lien avec son collectif, avec l'équipe, avec les membres de son entreprise. Mais en même temps, cette situation a généré de l'isolement professionnel. Donc, on voit qu'en fait, travailler à distance n'est pas forcément synonyme de collaboration. Et enfin, dernier paradoxe, là aussi, il s'agit de positionner le curseur entre une situation qui a été vécue comme une crise, pour ne pas dire un chaos, vers une situation qui sera plutôt vers une situation de stabilité relative, hein, d'ordre relatif. Donc, pour terminer, je dirais que, en fait, ce qui rend l'exercice d'autant plus compliqué, c'est que, d'une part, ces 6 paradoxes-là sont en fait interreliés, et d'autre part, que ces oppositions, en fait, vont évoluer dans le temps, entre le premier confinement, le deuxième confinement et probablement la suite. Je dirais enfin que comprendre ces paradoxes, ça revient en fait à
décider de l'endroit où on va positionner le curseur. Voilà, j'en ai terminé et je vous rends la parole, professeur Kalika. Merci beaucoup Chantal pour cette synthèse et cette clarification de données extrêmement diverses et abondantes. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, professeur Laval, puisqu'on a parlé d'amour un peu plus tôt, où en est-on sur le plan des sentiments et sentiments au travail, sentiments dans le contexte de travail? Merci, professeur Kalika. Eh bien, nos analyses de données convergent. 45% des sentiments exprimés sont négatifs, alors que 48% sont des sentiments positifs face à la crise. Les constats associés aux sentiments négatifs évoquent une situation personnelle dégradée. Le thème du management est associé, quant à lui, aux sentiments positifs. Donc, ce sont ces deux points que je vais développer. Donc, merci. L'analyse des données textuelles révèle que 30% des sentiments exprimés ont trait à la souffrance et 17% à l'anxiété. La souffrance est physique et psychologique. La confusion entre la vie professionnelle et la vie personnelle aggrave cette situation. Alors, ces sentiments résultent de l'appauvrissement des liens interpersonnels et de la perturbation des repères organisationnels. Et ces sentiments expliquent les comportements de rejet et les tensions ressenties à la fois en travaillant et au contact de ses collègues. Parce que la fatigue et la souffrance conduisent à des relations entre collègues qui peuvent vite s'envenimer. Le verbatim de Mathieu donne des exemples de microagressions. Et ces microagressions augmentent. Je vous laisse découvrir les verbatims dans le livre blanc. Les prénoms ont été changés. Oui, voilà, je confirme. Merci Michel. Alors, notre étude permet d'observer les effets délétères de l'organisation du travail, non seulement pendant le premier confinement, mais également après le confinement, lors de la reprise des activités en présentiel. L'organisation, aussi bien que la désorganisation du travail en temps de crise, est délétère. Elle est délétère pour trois raisons parfaitement connues des spécialistes en santé au travail. L'intensification du travail, l'individualisation du travail et l'instrumentalisation du salarié. Le verbatim de Marc illustre l'intensification. Je cite, « Les gens se connectent tôt le matin, ils sont toujours connectés, on peut les appeler à midi, le soir. » L'individualisation du travail est délétère en période de confinement car elle conduit à l'isolement. Par exemple, Luc nous disait qu'il y avait pour certaines personnes dans son entreprise un syndrome de la cabane, c'est-à-dire des personnes qui perdent des capacités d'interaction, qui ne souhaitent plus interagir avec les collègues. L'instrumentalisation du salarié est un facteur de risques psychosociaux, des RPS, mais également de rejet des modes de travail qui sont imposés par l'organisation. Il y a deux personnes en particulier qui témoignent. La première raconte que son pire souvenir réside dans un meeting international par visio. Elle dit, là, j'ai pris conscience que nous étions tous en passe de devenir des vignettes alignées sur un écran. Comme nous aujourd'hui. Comme aujourd'hui. La seconde dit qu'une réunion de 2 heures à parler à un écran, qu'à des initiales, c'est extrêmement difficile. Les technologies, Chantal en a parlé, les outils de travail à distance, y compris les outils collaboratifs, existent, mais ils ne libèrent pas l'individu, car l'état d'esprit et la culture comptent. Nos répondants témoignent de leur stress, de leur tension, donc il faut se rendre à l'évidence. Les outils collaboratifs et de travail à distance ne pourront pas faire évoluer comme ça, spontanément leur état d'esprit ni leurs sentiments. Un participant nous dit, je cite, « On a du mal à faire la part des choses entre ce qui est du stress lié au Covid et celui lié au travail. » Une autre participante, Marie, explique que le rôle primordial de la culture, évidemment, joue sur l'efficience. Elle dit, dans les temps que nous vivons, il faut une vision très élargie parce que le soutien vient aussi de l'écosystème et de la culture. Culture, évidemment, qui existait avant la crise. Par exemple, si on se faisait confiance avant la crise, non. Alors, passons maintenant, merci professeur Kalika, au second constat. Et si les problèmes humains étaient liés à un déficit de e-management? Autrement dit, à un manque de préparation du management
face à cette crise sanitaire et à la transformation des modes de travail qu'elle impose aux organisations. Les managers sont perdus face à cette nouvelle façon de faire travailler leurs collaborateurs. La difficulté constatée lors du premier confinement se confirme. La situation des managers s'aggrave. Nous avons une mesure en avril 2020, une autre mesure en décembre 2020, et nos résultats montrent cette aggravation. Alors, reprenons notre slogan. Le management est mort, vive le e-management. N'est-ce pas, Michel? Il y a 20 ans, hein. Eh bien, ce slogan nous sert à faire le constat qu'en 2021, il n'y aura pas de retour possible en arrière, pas de retour au management traditionnel. Il faut repenser le management. Selon nos résultats, l'e-management de sortie de crise existe déjà. Les verbatims que vous découvrirez dans le livre blanc le décrivent. Parfois, ce n'est pas encore tout à fait au point et nous partageons le point de vue, par exemple, de Jean, je cite, « Si on continue à plaquer cette organisation existante, on ne change pas la culture, on aggrave l'état du système précédent. » Le e-management doit être un mode de management repensé. Il faut le définir et on le définit de 3 façons. En termes de planification, de contrôle ou de régulation des activités et des comportements et d'animation. Le nuage de mots sur la diapositive démontre cette attente et ce constat réalisé par les répondants à l'enquête. Ce e-management serait ambidextre, distant et proche, hybride et humain, c'est-à-dire à la fois individualisé pour capter les signaux faibles de la souffrance au travail et collectif pour collaborer, faire collaborer et donner du sens à la collaboration. Voici un exemple d'e-management individualisé. Je cite, « Ils ont apprécié que je leur passe un coup de fil tous les 10 jours pour voir si ça allait bien. » En revanche, en ce qui concerne l'e-management collectif, c'est plus hésitant. Par exemple, Magda dit, je cite, « En tant que manager, je me suis sentie assez démunie pour pouvoir continuer à animer mon équipe. J'ai beaucoup fait de suivi individuel, mais je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à fédérer l'équipe, à garder une synergie. » C'est plus hésitant, mais ce e-management existe et il est corrélé au sentiment positif. Merci. Merci Florence pour ces résultats qui mettent en évidence à la fois le rôle des sentiments et le rôle du management évoqué il y a de cela, il y a 2 décennies. Cette recherche, elle vise bien sûr à mettre en évidence des résultats, hein, c'est la nature de toute recherche académique, mais comme nous sommes des professeurs de management, il y a également la volonté de créer un impact managérial et donc de formuler des recommandations managériales. Professeur du désert, quelles sont les recommandations managériales que l'on peut formuler à partir des leçons, à partir des données collectées? Merci beaucoup, Michel. Donc oui, je vais vous présenter les quelques recommandations et tout d'abord vous présenter les principales leçons de l'étude que nous retenons, nous, en tant que groupe de chercheurs, par rapport à l'ensemble de ces données analysées et collectées. Donc la première leçon que l'on retient, c'est que d'abord, la crise organisationnelle que nous sommes en train de vivre, il faut la prendre au sérieux. Et c'est vraiment la première leçon que l'on tire. On a constaté dans toutes les analyses qu'on a pu faire, dans toute la confrontation de ces données, que la crise sanitaire est vécue avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup de questionnements, de malentendus, de peurs. Qu'en parallèle, de façon parfois assez paradoxale, elle est à l'origine de très fortes innovations dans les pratiques de travail qui conduisent de ce fait à réinterroger fortement les collectifs de travail et le rôle du management. Donc, en ça, c'était assez prévisible. Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte de l'ampleur des attendus vis-à-vis de cette situation. Et pour toutes les organisations, quelles qu'elles soient, puisque notre panel était extrêmement large, allant de PME à l'administration en passant par des grands groupes, toutes les organisations, il y aurait vraiment un danger managérial à ne pas considérer que l'après-Covid doit être travaillé et doit être pris en compte. Donc ça, c'est la première leçon que nous retenons, nous, en tant que chercheurs. La seconde leçon, s'il te plaît, Michel, c'est que ce que l'on a constaté, c'est une évolution du rapport aux technologies et aux outils. Auparavant,
dans beaucoup d'esprits, il était pensé, et dans beaucoup d'organisations, que la technologie simplement permettait de résoudre tous les problèmes et de réaliser toutes les tâches. On s'est rendu compte que cette crise a permis de prendre conscience qu'il était nécessaire de penser le temps, l'espace, la technologie et la tâche ensemble pour être efficace. C'est-à-dire que ce que l'on a constaté, c'est que la crise a mis en évidence cette plasticité du temps et de l'espace de travail à construire en fonction de la tâche. Certaines technologies de l'information sont très utiles pour réaliser certaines tâches et permettre justement d'augmenter la créativité, d'augmenter le bien-être par la flexibilité qu'elles vont procurer ces technologies. Mais pour d'autres tâches, la flexibilité de ces technologies est totalement inutile, contre-productive et peut même conduire à du mal-être au travail. Donc, il faut arriver véritablement, et ça c'est notre deuxième leçon, à vraiment construire ce cadrage global des temps, des espaces, des tâches et des technologies pour pouvoir être efficace. Et la troisième leçon que l'on retient de cette étude, c'est que, et là, le professeur Führer l'a très bien mis en évidence, les paradoxes structurent aujourd'hui complètement les dynamiques organisationnelles. Donc la crise organisationnelle, la crise sanitaire, a mis en évidence la place de ces paradoxes. Les paradoxes existent dans toutes les activités collectives. Ils se développent assez régulièrement. Dans une situation de mutation et de crise comme celle que l'on vit aujourd'hui, ils se développent énormément. Ils ne sont pas les conséquences d'une mauvaise gestion. Ils sont au contraire le signe d'une vitalité de l'organisation et du système social pour s'adapter. Ils ne sont pas du tout imputables aux individus, à tel directeur, à tel collaborateur. Ils ne sont pas liés à des individus, mais à des dynamiques sociales. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de ces paradoxes qui émergent, qui surgissent. Et il est important de reconnaître la place qu'ils tiennent aujourd'hui pour éviter que la multiplication de ces paradoxes conduise à une implosion du système social. Donc, il ne faut pas qu'une organisation finalement s'enferme dans ces paradoxes. Encore une fois, ils sont naturels, mais il ne faut pas s'enfermer dedans et il faut pouvoir les accepter, les identifier et les gérer. Donc, de ces trois leçons, ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est trois recommandations pragmatiques pour ceux qui voudraient justement transformer cette crise en opportunité. La première recommandation, c'est tout simplement de prévoir une phase de transition. Au moment où nous allons sortir de cette crise, nous allons tous en sortir relativement traumatisés. Il va falloir donc prévoir une période de transition entre la période de crise et la période post-Covid. Alors, période de transition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça peut être quelque chose d'assez simple. Ça veut dire définir un moment, une durée, par exemple, en fonction de l'organisation, c'est à elle de choisir, mais disons 2 mois, par exemple, une durée pendant laquelle on va reprendre les activités que l'on faisait traditionnellement, mais en parallèle, on va faire collectivement le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qui était intéressant de conserver, de ce qu'il faut arrêter. On va surtout accepter de réapprendre à se connaître et à se réapprivoiser mutuellement dans le travail. Pourquoi? Parce que dans cette période, on l'a noté et on l'a vu dans les constats, ça a été relayé, on a eu une dissolution des liens sociaux. Mais on a eu aussi une dissolution de ce qu'on recherche, on appelle le Transactive Memory System, c'est-à-dire cet espace cognitif, psychique, physique, qui permet à des individus de savoir comment chacun travaille, comment chacun se vit dans le travail, quel est son rapport au travail et comment il vit le travail. Et ce Transactive Memory System, on sait qu'il est indispensable pour qu'un collectif fonctionne bien. Eh bien, il faut accepter de reconstruire ce TMS et donc d'accepter que par moment, il va y avoir des cafouillages dans l'organisation, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des malentendus, il va y avoir des doutes. Inciter au dialogue pour essayer justement de reconstruire ce commun du travail, cette compréhension commune de ce qu'est le travail. Et ce qui est très important également dans cette phase de transition, c'est de rappeler à chacun son rôle, sa fonction, son apport et ses devoirs dans le projet de l'organisation. Pourquoi? Parce que les données nous l'ont confirmé. Chacun a vu ses compétences évoluer, a vu son rôle évoluer avec la crise. Et donc, le périmètre des rôles et des fonctions de chacun est brouillé. Et il est important de rappeler à chacun son rôle pour que chacun puisse se positionner dans l'organisation. Donc, c'est notre première recommandation.
Et la deuxième recommandation que nous formulons, c'est de structurer un nouveau management du temps et de l'espace de travail. Alors, cette recommandation-là va vous permettre, si vous l'appliquez, vraisemblablement, de vraiment tirer tout le profit de ce qu'on en aura expérimenté pendant cette crise. Il s'agit de vraiment se dire, avec tout ce que l'on a appris, reconstruisons un cadre d'action partagé entre salariés et managers qui nous permettent de dire eh bien, comment pour chaque tâche, on peut arriver à mieux travailler. Par exemple, c'est regarder pour chaque tâche si celle-ci est plus efficace à mener en présentiel, en distanciel ou en hybride, et avec quels moyens. Définir pour l'ensemble des acteurs des guides d'usage de ces dispositifs. Définir également les indicateurs de performance de ces tâches. Comment est-ce que ces tâches doivent être évaluées? Et définir surtout, ce qui manque aujourd'hui aux managers, les modalités d'accompagnement du collaborateur pour la réalisation de sa tâche. Comment est-ce qu'on peut accompagner en tant que manager un collaborateur dans la nouvelle configuration des tâches qui se profilent? Troisième et dernière recommandation que nous vous faisons, qui est probablement la plus difficile, mais qui est celle qui vous conduira à la plus de créativité et d'innovation, c'est d'apprendre à manager les paradoxes dans le travail. Donc, le professeur Führer en a parlé. Vous avez bien vu qu'il y a énormément de paradoxes qui se développent et arriver à en faire un atout, ça peut vous donner une véritable assise auprès de vos collaborateurs, mais également un vrai avantage concurrentiel. Il s'agit en fait pour vous de faire évoluer le regard sur les paradoxes qui existent dans votre organisation, se rendre compte que ces paradoxes sont normaux et qu'ils peuvent être une vraie richesse si vous apprenez à les manager. Pour les manager, la meilleure pratique existante aujourd'hui et qui est vraiment étayée par les travaux de recherche, c'est vraiment de développer une éthique et une pratique de la parole, de la controverse, pour arriver finalement à confronter les points de vue sur ces paradoxes et à construire sur ce lien, cette tension que décrivait le professeur Führer, à construire finalement le point où vous voulez aller dans cette tension sur chacun de ces paradoxes. Mais ça ne peut se faire qu'en dialoguant ensemble sur le point de vue justement que chacun a ou que les acteurs impliqués ont sur ce paradoxe. Et de la même manière, un enjeu qui nous paraît important pour justement vraiment tirer tout le profit de cette crise, c'est de former les salariés comme les managers à l'identification, l'explicitation et le management des paradoxes au travail. Ces paradoxes peuvent être dépassés pour vraiment créer de nouvelles modalités de travail et de nouvelles innovations. Voilà, professeur Kalika, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Aurélie, pour cette synthèse des recommandations extrêmement riches. Et je crois que la caractéristique de cette étude, c'est à la fois d'être ancré dans des données qui ont été collectées auprès de salariés et de managers, d'avoir mis en évidence un certain nombre de résultats qui sont des résultats extrêmement forts sur la situation que vivent ces personnes en entreprise à distance aujourd'hui, et d'avoir formulé également un certain nombre de recommandations pouvant contribuer à engendrer de l'impact managérial. On va dire que d'une certaine façon, la boucle est bouclée. On peut maintenant passer à la deuxième phase de notre présentation orale, à la phase de discussion, de réponse aux questions. Hugo vous a précisé que vous pouvez intervenir sous la forme des questions et réponses ou bien réagir dans le fil du chat. Alors, une première question peut-être, professeur Lavas. Vous soulignez le besoin d'amour et on n'est pas surpris qu'il y ait des réactions dans l'auditoire sur ce besoin d'amour. Est-ce que le terme est bien justifié? Je lis la question, un besoin d'amour, c'est très très fort, tiré des verbatim, je l'ai bien compris. Avez-vous des débuts de pistes de solutions évoquées par les managers pour répondre à ce besoin d'amour au sein d'une organisation qui n'est pas calibrée pour l'amour? En effet, a priori, l'organisation, notamment l'entreprise privée, est calibrée pour atteindre un certain nombre d'objectifs économiques et pas des objectifs affectifs. Professeur Lavaste. Grande question, si j'avais la réponse. Grande question. Non, on va apporter des éléments de réponse. Effectivement, c'est quelque chose qui ressort et grâce au livre blanc, vous êtes tous invités à aller trifouiller, triturer les verbatim et ce genre de choses pour trouver les mots. Mais
ce besoin d'amour, effectivement, peut être… C'est ce qui est ressorti des discussions, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Par exemple, une des personnes avait cité… j'ai vu au niveau des équipes moins de spontanéité, moins d'idées, moins d'efficacité, moins de qualité. Je continue à citer le verbatim. Il y a du volume de travail, beaucoup plus, mais il y a moins de qualité, moins d'idées innovantes, de collaboration. Il y a moins de plaisir à travailler ensemble. Parce que souvent, nous, on déjeune ensemble et après, il y a l'afterwork où on ouvre une bouteille de vin et où on va boire un coup ensemble. Donc, on voit que quand même, il y a cette chose-là, ce besoin d'avoir des relations informelles. Comment définir l'amour? Est-ce que c'est l'amour de quelqu'un envers l'autre ou est-ce que c'est, oula, je vais m'enfoncer, mais ou est-ce que c'est l'amour que l'on obtient par le regard de l'autre? Est-ce que c'est une reconnaissance? Est-ce que c'est donner de l'amour aux autres, le don contre don? Chacun peut avoir sa propre définition, mais ce qui est vraiment ressorti, alors je vais juste m'approprier beaucoup plus les verbatims, ce qui est ressorti, c'est que vraiment, il y avait besoin de ces échanges informels. Comment gérer ça dans une situation par nature paradoxale? Vous l'avez dit, professeur Kalika, et ça a été souligné par professeur Führer et par professeur Dudésert, cette idée de paradoxe. On est dans une organisation, peut-être pour certaines, à but lucratif, alors que les individus rechercheraient autre chose. Donc, l'une des recommandations que nous avions évoquées, c'était justement d'essayer que chacun, l'organisation de l'individu, se situe sur un des paradoxes pour que chacun attende et exprime son besoin en quelque sorte. Peut-être aussi, il y a l'idée avec la génération Y, la génération Z, les nouvelles générations, donner beaucoup plus de sens dans le travail. Peut-être changer les valeurs de l'entreprise pour que chacun puisse y trouver son compte. C'est là un projet très, très, très ambitieux, en effet. Alors, une question très technique. Le livre blanc sera disponible en début de semaine prochaine et sera disponible pour les personnes qui ont déposé leur mail en s'inscrivant. Une autre question apparaît. Alors, vous soulignez l'importance des salariés dans la prise en compte de cette évolution de l'organisation du travail. Nous avons commencé à former nos managers, mais vous indiquez qu'il faut former les salariés. Cependant, ils n'ont pas cette responsabilité de faire évoluer les choses, ou alors quel rôle pour les managers? Pouvez-vous préciser la formation apportée aux salariés? Merci. Et donc là, la question peut-être, Florence, professeur Laval, vous pouvez apporter des éléments de réponse sur la répartition des rôles entre la formation des managers, la formation des salariés. Le thème de la formation est revenu comme un fil directeur dans les résultats, ce besoin de formation. Alors, j'aurais tendance à dire, attention, la formation n'est pas la solution à tout, c'est une solution finalement qui permet de mettre un peu de distance quelquefois entre les personnes qui sont aux responsabilités, puis celles qui sont dans une activité, confrontées à une activité qui leur pose problème. Donc, je crois qu'il y a quand même à prendre ici en compte toutes les dimensions du problème. La formation est une des dimensions du problème, mais ça n'est peut-être pas la seule. Alors, une fois que l'on a donc identifié le besoin de formation, à ce moment-là, on va aller vers certainement une formation beaucoup plus adaptée, que ce soit dans ses modalités pédagogiques par exemple, ou que ce soit dans son contenu. Donc, voilà comment je répondrai. La solution n'est pas toujours la formation, c'est une solution qui est assez pratique, mais attention parce que les problèmes sont complexes et donc si on identifie un vrai problème de formation, dans ce cas, personnaliser la formation, modalité pédagogique, contenu. Voilà. Merci pour cette réponse, Florence. Dans les verbatims, il apparaissait également qu'était fréquemment souligné l'absence de formation des managers à un management, à une situation qui remettait en cause le management traditionnel et qui nécessitait d'autres formes de management. Merci pour ces éléments de réponse. Une autre question, professeur Aurélie Dudésert, qui concerne les sas de transition. On est là sur les recommandations. Est-ce que tu pourrais développer cette idée qu'en fait, le lendemain, eh bien, les choses ne pourront pas se passer comme avant la crise. Il y a cette nécessité d'un temps intermédiaire et d'une prise en main par le management de ce temps intermédiaire.
Oui, je pense qu'il y a une nécessité de prise en main par le management, mais parce que le management est en responsabilité, effectivement, mais je crois que tout le monde aura besoin de ce temps. C'est-à-dire les salariés aussi, en fait, ont besoin de ce moment-là. On voit bien, et c'est ce qui est vraiment ressorti dans les verbatim, qu'il y a eu clairement des évolutions, il y a eu des montées en compétences, il y a eu des redéfinitions de rôle, parce que la situation a obligé à ça. Et à un moment donné, on est obligé du coup de se remettre ensemble autour de la table pour savoir comment chacun a évolué. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est ce qu'on nous a beaucoup expliqué, c'est que la situation a conduit à une individualisation très forte, comme le soulignait Florence, à une individualisation très forte des tâches et du travail. Et donc, chacun ne sait plus ce que fait l'autre. Chacun ne sait plus comment l'autre a évolué, comment l'autre a développé ses compétences ou comment il a développé sa vision du projet de l'entreprise qui a évolué avec le temps. Donc, prévoir justement un moment d'évolution paraît vraiment important. Je voudrais juste revenir à un élément sur la formation. Je souscris complètement à ce qu'a dit Florence. Juste un élément, c'est vraiment les salariés qui demandent également eux-mêmes à être accompagnés et avoir des éléments de compréhension sur l'évolution des modes de travail. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, ce sera évidemment pas la même formation que pour les managers, mais eux-mêmes demandent à être formés, demandent à ce qu'on leur explique et demandent aussi la parole. C'est-à-dire qu'ils ont des choses à dire, ils sont sur le terrain, ils observent notamment sur la question que j'évoquais, l'adéquation entre les tâches, les technologies, le temps et l'espace de travail. Ils ont vécu des choses et ils aimeraient qu'on leur explique ce qu'ils ont vécu dans un certain nombre de cas et qu'on leur donne des éléments aussi pour avancer sur ces sujets-là. Merci, merci Aurélie. Une question technique sur la collecte des données. Aboubacar voulait savoir si le périmètre de l'étude était un périmètre qui est extrêmement élargi. Oui, les bases de données qui ont été sollicitées au travers du Business Science Institute et de Sphinx Développement sont très larges. Professeur Moscarola, un commentaire là-dessus? C'est en tout cas un échantillon varié. La question de sa représentativité, on ne peut pas y répondre. D'ailleurs, c'est une question qui ne fait pas grand sens, notamment quand on fait du qualitatif. Mais en tout cas, à coup sûr, c'est un échantillon varié qui présente des situations différentes en très grand nombre. Et le gros intérêt des méthodes que nous avons utilisées, qui est d'utiliser aussi la statistique pour aller traquer la répétition dans ce qui est dit, est une manière de soumettre l'interprétation du chercheur à la sanction de l'observation et des fréquences. Par exemple, pour reprendre la discussion que tu lançais sur amour, eh bien, dans les 400 verbatim, amour est cité une fois. Donc, c'est bien là. Mais on peut se poser la question de la part des données et de la part de la subjectivité des chercheurs. Eh bien, le fait d'utiliser des outils comme ceux-ci est la manière d'avancer avec la précaution que requiert la prétention scientifique, qui consiste à essayer de fonder ses argumentations sur des observations le plus objectives possible, sans pour autant tuer ce qui est fécond dans la suggestion pour l'action, c'est-à-dire la capacité d'imaginer, mais en gardant les pieds ancrés dans une certaine réalité. Et c'est un peu cet équilibre délicat que nous avons essayé de poursuivre dans ce projet. Merci Jean. Une autre question en sous forme de commentaire d'Emmanuel Candem. Au-delà des opportunités clairement identifiées dans cette recherche, cette crise pandémique ne va-t-elle pas renforcer des situations d'exclusion, à la fois d'exclusion dans la société et d'exclusion dans le travail? Chantal, professeur Führer, est-ce que tu veux réagir à cette remarque?
Oui, tout à fait. J'adhère complètement à ce que vient de dire le professeur Kandem, c'est-à-dire que effectivement, c'est un paradoxe là aussi. D'un côté, cette crise a été pour certains une véritable opportunité, mais de l'autre côté, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a présenté la marguerite, hein, c'est pour beaucoup de salariés en tout cas, ça a été aussi synonyme d'isolement professionnel. Hein, et ça a été clairement montré dans les résultats de nos analyses. Donc effectivement, là aussi, il s'agit de gérer un paradoxe. Et le professeur Laval parlait à un moment donné de l'apparition de plus en plus de clans suite au télétravail. Hein. Donc, il faut savoir aussi manager de façon à ce que n'apparaisse pas cette entreprise éclatée avec l'apparition de réactions claniques. On se regroupe entre nous et on ne forme plus une véritable équipe et il n'y a plus de véritable collaboration. Et effectivement, c'est un paradoxe de plus à gérer. Oui. Donc, il faut faire attention à cela. Merci beaucoup, Chantal. Un commentaire en forme de question de Bruno Dufour. Le management n'est pas le produit uniquement du manager, c'est une coproduction manager-salarié. En ce sens, le management devient une servuction, comme le définit le management des services. Réaction sur ce commentaire, professeur du désert, sur la notion de service, sur la notion de relation et de co-construction? Mon sentiment, c'est qu'en tout cas, c'est ce qui est attendu aujourd'hui d'une partie des salariés, pas de tous les salariés, clairement. Et il y a des salariés qui ont décidé de se mettre plus en retrait. Il va falloir d'ailleurs travailler à les réengager. Mais il y a une partie des salariés qui désormais ont compris qu'ils pouvaient être plus autonomes, qu'ils pouvaient être plus force de proposition et qui souhaitent très largement travailler à la co-construction avec le management. Et à l'inverse également, hein, on a eu beaucoup de retours des managers qui nous ont dit que finalement, ils aimeraient aussi que leurs collaborateurs leur parlent plus ouvertement. C'est-à-dire que travailler avec eux de façon plus ouverte pour comprendre ce qui ne va pas ou ce qui va. Il y a eu aussi ça. Et dans les situations qui nous ont été rapportées où ça a très bien fonctionné, c'est-à-dire où il y a eu vraiment une création de valeur avec cette crise, parce qu'il y en a eu, hein, eh bien, il y a eu ce dialogue et il y a eu cette ouverture des deux côtés. Les deux parties, donc les managers comme les collaborateurs, se sont autorisés à dire ce qui allait et ce qui n'allait pas de façon très, très ouverte et constructive. Donc ça, c'est un point quand même important à noter. Merci beaucoup, Chantal. Jean-Pierre Boucher nous demande comment voyez-vous dans cette perspective post-Covid, mais on est encore au milieu du Covid, comment voyez-vous les scénarios managériaux gagnants et prometteurs? La réponse tient peut-être dans les recommandations managériales. On peut imaginer que les organisations, les entreprises qui vont être capables de gérer cette période post-Covid et de prendre du recul et de mettre en avant et de mettre en application les recommandations formulées notamment par le professeur du désert, ces entreprises devraient être gagnantes. Il y a aussi un risque, hein, le professeur du désert a utilisé des mots très forts, danger managérial. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là? Parce que danger managérial, ça veut dire qu'après le danger pandémique, il y aurait un autre danger, un danger post-Covid. Oui, alors ce n'est pas que mon avis, hein, je prends la parole parce que j'ai présenté ça, mais c'est vraiment issu de nos travaux tous ensemble. Hein. Et effectivement, ce qu'on a quand même constaté en confrontant tous les travaux et toutes les données, c'est qu'il y a un risque qu'il y ait une véritable dissolution en fait de l'organisation. Chantal évoquait à l'instant les logiques claniques qu'on a quand même clairement vu apparaître, l'isolement professionnel qu'on a clairement vu apparaître. Florence évoquait la souffrance et donc l'isolement psychique d'un certain nombre de collaborateurs. La situation n'est pas bonne. Enfin, il faut quand même le constater. On n'a pas aujourd'hui une situation positive du point de vue de l'organisation de travail. Les entreprises ou les organisations sont productives, elles produisent
pour ce qui est des tâches qui ont déjà été enclenchées avant la crise. Mais pour ce qui est de la créativité, il y a eu beaucoup de retard qui a été pris, hein, parce que tous les nouveaux projets n'ont pas pu véritablement être lancés. Donc là, il y a une situation de danger, effectivement. Ceux qui arriveront, enfin, il va y avoir deux attitudes possibles, probablement. Ceux qui vont dire on oublie et on continue et on produit parce qu'il faut sortir de la crise, ça présente un danger réel parce que tout simplement, l'effet ne va pas se voir tout de suite, mais dans 6 mois ou 1 an, on va avoir un désengagement des salariés et on aura donc une créativité qui va être moindre. Et de l'autre côté, on peut tout à fait se dire qu'au contraire, on prend ce temps-là, ça ne veut pas dire ne pas travailler, mais on prend ce temps-là pour essayer de tirer profit de ce qui s'est passé. Et à partir de là, on peut construire quelque chose de nouveau. Et ça nous apparaît, nous, la chose la plus intelligente à faire si on veut construire sur les 4-5 prochaines années. Merci Aurélie, merci professeur du désert pour ce propos que l'on peut assimiler à une conclusion. Hein. Le temps imparti pour ce webinaire est maintenant épuisé. Il y a encore, en effet, le chronomètre nous le rappelle, il y a encore beaucoup de questions auxquelles vous trouverez des éléments de réponse dans le livre blanc qui va bientôt être disponible. Ces questions portent sur la frustration, la démotivation, comment remotiver les salariés à distance, probablement en innovant par des nouveaux projets qui soient des projets mobilisateurs et faire le bilan, comme les recommandations managériales l'évoquaient, peut-être un projet collectif, un lien et des questions sur le lien entre intensification, individualisation sont posées. Les recommandations sont demandées également dans le domaine du management et enfin, comment réveiller, motiver les salariés. On voit que la richesse des questions est à l'image de la richesse des données, de la richesse des résultats et des commentaires formulés par toute l'équipe. Et je souhaite maintenant à la fois, bien sûr, remercier tous les participants, remercier Caroline du Business Science Institute pour son soutien, remercier Hugo également qui a organisé ce webinaire et bien sûr remercier toute l'équipe des professeurs qui s'est impliquée pendant de longs mois sur cette recherche, avec la satisfaction à la fois de contribuer à une explication de ce qui se passe et puis également l'ambition de contribuer à une amélioration de la situation lorsque la crise sera terminée. La bonne nouvelle, bien évidemment, c'est comme pour un certain nombre d'entre nous, nous sommes à nouveau en confinement. On peut très bien, après l'acte 1, le livre qui a été publié, l'acte 2, le livre blanc qui va l'être la semaine prochaine, on peut déjà annoncer dans quelques mois un acte 3 sur mais que se passe-t-il après le 2e et le 3e confinement? On vous dit donc à tous à bientôt. On a été très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci Jean Mascarola, merci Florence Laval, merci Chantal Fureur, merci Aurélie du Désert, merci Olivier Lavas. À bientôt tous, en ligne bien évidemment. Au plaisir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Alors, maintenant, vous ouvrez, vous avez tous reçu, là, les animateurs et les participants, vous avez tous reçu un pack qui est le pack dégustation, buffet collectif post-webinar. Hein, ça vous a été livré par un certain nombre d'organisations qui font de la livraison à domicile. Hein. Et donc, on va ensemble ouvrir ce pack et bien sûr fêter cette restitution. À bientôt. Ciao. Beaucoup. À bientôt. Merci à vous tous. Au revoir. Merci Hugo, merci Caroline.